Je suis très remué. Je me sens à la fois porté par tout ce que vous avez dit et en même temps, je pense que c'est très flatteur à mon égard et que j'essaierai de continuer dans cette voie. Mais je n'ai pu progresser, je n'ai pu avancer que parce que j'ai eu de l'aide dans ma vie. Je suis un héritier. Je voudrais, avant de débuter notre rencontre, dire que j'ai une pensée émue pour Edgar Morin, qui vient de mourir, né Nahum en Thessalonique. Edgar Morin a été l'ami, le compagnon de résistance de Jean Samuel à Toulouse. Il est venu souvent, je l'ai fait venir quand j'étais doyen à la faculté des sciences sociales, pour parler d'un ouvrage qui m'a beaucoup aidé, qui était La rumeur d'Orléans, et qui m'a permis de travailler sur, Genève s'en rappelle, sur La rumeur de Strasbourg. Donc je pense à Edgar Morin. Pour cette rencontre de l'amitié, je voudrais, dans un premier temps, faire une brève esquisse d'un chemin de vie, parfois escarpé, pentu, mais parfois aussi avec une étape heureuse, comme celle que j'ai le bonheur de partager avec vous, grâce à vous. Merci. Et en second lieu, j'évoquerai ce que représente pour moi une arme de survie, la petite fronde de l'humour juif. En exergue, je citerai Jabès, Edmond Jabès, cette citation de livre de l'hospitalité. Tu te sais, juif, demain tu le seras, disait-il, car être juif, c'est épouser l'au-delà d'un judaïsme épris de dépassement. Être juif, c'est aussi ne pas pouvoir se dérober à une mémoire, c'est écrire à partir d'une cassure, d'une blessure, sans cesse ravivée. Mais j'affirme qu'il importe plus que jamais de transmettre une tradition pour nous opposer aux barbaries à venir. Je me situe en premier lieu comme un héritier. Je suis l'héritier d'un judaïsme vécu pleinement chez mes parents, j'allais dire aussi nécessaire que l'air que nous respirions. Ce judaïsme définissait un espace qui avait pour centre de gravité la choule, la synagogue, la Kalshtuk, l'oratoire et aussi le Beis Haolam, la maison d'éternité, c'est-à-dire le cimetière. Ce judaïsme définissait aussi, marquait aussi le temps dont le Shabbat, les fêtes, les journées ordinaires assuraient la scansion. Mais cette communauté, ce Kahal, cette communauté n'était pas repliée sur elle-même, n'était pas renfermée, elle était intégrée. L'un des titres de gloire du petit monde de marchands spéciaux auquel appartenait mon père était « Ich bin takef bei meine Goyim ». Je suis respecté chez mes Goyim. C'était
j'allais dire, une réussite qui, de loin, dépassait la réussite financière ou sociale. Et quand mon père partait avant l'aube, c'est chez un paysan qu'il mettait ses tefilines. On veillait, le paysan veillait à ce que les enfants ne le dérangent pas. Je me situe donc comme un héritier, mais c'est-à-dire quelqu'un qui doit à la fois beaucoup à son milieu familial, mais aussi à son expérience passée de la persécution, et je dois beaucoup à l'enseignement de maîtres éminents qui m'ont beaucoup apporté. Je pense à André Neher, je pense à Léon Ashkenazi, à Manitou, je pense à Emmanuel Levinas. Cependant, et je le précise, se situer comme un héritier, c'est refuser de reproduire servilement ce qui vous a été donné. Se situer comme un héritier, c'est poursuivre ce qu'on vous a légué dans une double dimension, à la fois de respect de ce don que vous avez reçu, mais aussi, et j'insiste là-dessus, sur l'urgente nécessité d'une créativité continuée. Ce que j'ai reçu de mon milieu familial et de mon expérience première, c'est aussi, et c'est d'abord la conviction que j'étais un survivant de la Shoah, après avoir été traqué, caché, mais aussi, j'insiste là-dessus, aidé par des personnes et des institutions non juives qui m'ont ouvert leurs portes, rescapé. J'ai contacté une dette qui ne s'effacera jamais, et j'ai reçu donc de mes parents l'éducation d'un judaïsme vécu d'une façon naturelle, aussi naturelle que l'air qu'ils respiraient. J'ai eu le privilège d'assister aux cours qu'André Neher donnait chaque semaine à son domicile. André Neher m'accueillait non seulement chaque semaine pour le cours, mais chaque Shabbat après-midi. C'est à eux que je dois la définition d'une identité et d'une tradition non figée, non corsetée, mais vibrante, toujours en éveil. J'en suis ému, c'est d'abord André Neher qui m'a désigné dans un écrit publié comme non seulement son fils affectif, l'enfant qu'il n'a pas eu, mais aussi son fils spirituel. Et lorsque, vers la fin de sa vie, des divergences entre nous relatives au nationalisme israélien sont apparues, le lien affectif a tenu bon. J'ai bénéficié aussi de l'enseignement et de l'amitié communicative de Manitou, c'est-à-dire de Léon Ashkenazi, à l'école Gilbert Bloch d'Orsay. Je le ressens encore dans la chaleur déclinante du Shabbat, l'enseignement qu'il nous transmettait à mesure que le crépuscule tombait.
avec l'aide aussi du regretté Armand Abécassis, qui vient de quitter, et d'Henri Atlan. Et aussi, je voudrais mentionner l'enseignement d'Emmanuel Lévinas, de Vladimir Yankelevitch, que j'ai côtoyé au comité du colloque des intellectuels juifs de France. Tous se sont efforcés de donner un sens, c'est-à-dire, et j'insiste sur le mot, à la fois une signification à l'exil de Dieu que nous avions vécu, et aussi de donner une direction aux survivants de la Shoah que nous étions. Et je voudrais ajouter qu'à l'université, les enseignements de maîtres non juifs, je pense au doyen Marcel Simon, Julien Freund, Raymond Aron, Paul Ricoeur, m'ont conforté dans ce cheminement. Je voudrais maintenant passer dans un deuxième temps, pour ne pas abuser davantage, et je dois dire donc que peut-être aussi juste un mot pour exprimer un vif regret et à reconnaître que je n'ai pas assez reconnu la dette indéfectible que nous avons à l'égard des organisations juives assistées de justes catholiques, protestants, laïcs face à l'entreprise d'extermination en France des nazis et de leurs sbires de Vichy. À travers des périls croissants, les organisations juives, tant spirituelles que sociales, ont lutté pied à pied pour sauver avec méthode et sang-froid ceux qui étaient promis à une mort atroce. Et j'insiste, plus de 400 responsables et volontaires de ces organisations juives l'ont payé de leur vie. Je crois qu'il faudrait en faire mémoire davantage. Et n'oublions pas qu'à côté des bourreaux, à côté de l'indifférence et du lâche soulagement de bien des Français, il y a eu des portes qui se sont ouvertes pour accueillir les Juifs traqués, foyers protestants, couvents, demeures de toutes conditions sociales. Moi-même, j'ai été déclaré baptisé par le curé du village où nous étions cachés. J'ai officié comme enfant de chœur pour donner le change. Et je tiens à évoquer la mémoire d'un juif allemand, Kurt Scherer, qui était réfugié avec sa femme et sa belle-mère très âgée dans la même ferme du hameau que nous. Le secrétaire de la mairie l'a prévenu que les gendarmes venaient l'arrêter. Il s'est caché dans une cabane de pierre à l'abri des vignes, derrière la sulfateuse. J'ai été chargé de lui apporter chaque jour le repas de midi. Un jour, les gendarmes français sont venus pour l'arrêter, donc, et sa femme m'a dit « je regrette », il n'est pas là, il est en voyage. Et 2 jours après, ils sont venus et ils ont dit « écoutez, fort bien, si votre mari n'est pas de retour de voyage, nous serons obligés de vous emmener, vous et votre mère, le lendemain. » Kurt Scherer était présent et s'est livré. Je voudrais juste encore maintenant, dans un deuxième temps, dire que
pour célébrer ce moment heureux, ce moment de partage, je tiens à évoquer en second lieu ce que le petit caillou de l'humour juif peut contre la superbe du pouvoir. L'humour juif témoigne d'une exigeante lucidité face au régime qui se vante d'avoir mené l'histoire vers son accomplissement. Il met en question les certitudes sans cesse proclamées. Cet humour encourage un regard déshabitué afin que l'homme, dégrisé, perçoive la vanité du pouvoir, la vanité de la richesse, de l'arrogance aussi de certaines convenances et la vanité de la hiérarchie sociale. L'humour juif nous révèle combien notre monde est factice. Il nous aide à en démystifier la fausse sécurité, l'insolence usurpée. Il a à la fois une dimension politique, une dimension sociale, et j'allais dire une certaine dimension dans le domaine religieux. Dans la dimension politique, l'humour juif résulte de la volonté de miner le réel et de promouvoir une espèce de présence décalée au monde. Elle s'exprime dans la dénonciation de l'absurdité de la guerre et de sa folie meurtrière, tout comme dans sa critique de la violence ordinaire. Cet humour a également un rôle social dans la mesure où il crève d'un coup d'épingle la boursouflure du paraître en se gaussant du parvenu. Il rend sa dignité à celui qui, refusant de rentrer dans la course à la réussite, se tient résolument hors du jeu de la productivité et de la rentabilité. Et enfin, cet humour, sans céder au scepticisme dans le domaine religieux, se plaît à souligner le désordre de la création et à montrer que la promesse est parfois bien mal tenue. Cette dimension politique, en premier lieu, va au-delà de l'ordre apparent des choses. Il en révèle la face cachée, il en souligne des aspects insolites. Je voudrais citer ce petit Mauschwitz qui dénonce le racisme et plus particulièrement la colonisation, notamment par des Juifs d'Alsace, dont certains, cependant, s'établir en Afrique du Nord. Dans une petite bourgade d'Algérie, une dame de la bonne société entend fêter avec éclat les 18 ans de sa fille. Comme il y a une certaine pénurie de jeunes gens, elle va trouver le commandant de la place pour le prier de lui envoyer quelques-uns de ses hommes. Elle s'en remet à lui pour qu'il y choisisse des gens bien. Le grand soir venu, alors que la fête bat son plein, on sonne à la porte. Quelle n'est pas la stupeur de la dame de découvrir sur le perron 5 tirailleurs algériens. Mais messieurs, il doit y avoir une erreur, s'écrie-t-elle. Et l'un d'eux de répondre avec un large sourire. Non, madame, le commandant Lévy ne se trompe jamais. L'humour juif est parfois une tentative pour euphémiser l'horreur et apprivoiser la mort. Il dénonce l'imposture du bourreau. Il rend inacceptable une réalité insupportable et réintroduit de l'humain
de là où il avait été banni. Dans un tramway de Varsovie, un officier reconnaît un juif qui a réussi à s'enfuir du ghetto. « Juif, lui dit-il, je te donne une chance. J'ai un œil de verre. Si tu es capable de le reconnaître, tu es un homme libre. Sinon, le juif n'hésite pas un instant et désigne l'œil de verre. Lorsque le SS interloqué lui demande comment il a pu deviner, il répond, c'est le seul qui a un éclat humain. Le primat de la vie est souvent affirmé dans l'humour juif qui dénonce l'absurdité de la guerre. Pendant l'entraînement, un officier prussien apostrophe l'un de ses hommes, Lévi, pourquoi un soldat doit-il se sacrifier sa vie pour la patrie, Et le soldat de répond, vous avez raison, mon lieutenant, pourquoi le devrait-il? Et alors que la bataille fait rage, un capitaine du tsar s'adresse à son compagnie. L'heure a sonné, l'assaut va être donné. Chacun d'entre vous va affronter l'ennemi dans un ultime combat corps à corps. Un soldat juif se tourne alors vers lui. S'il vous plaît, mon capitaine, c'est lequel mon ennemi? Peut-être qu'après tout, on pourra peut-être s'entendre. L'humour juif dénonce aussi la vanité de l'aventure guerrière, mettant à nu ce que les chefs s'emploient à cacher. Durant la Première Guerre mondiale, un officier qui ne rêve que d'exploits et de coups d'éclat ordonne à ses hommes de charger leurs mitrailleuses et de se préparer à faire feu. Brusquement, entre les lignes, surgit l'un de ces soldats originaires d'une bourgade juive d'Alsace. Mais alors, saisi d'une rage folle, l'officier le somme de s'écarter de là. À quoi le juif réplique, mais vous êtes devenu complètement fou. Il y a des hommes là-bas. Donc, je voudrais aussi dire qu'en second lieu, l'humour juif a une dimension sociale. Il nous ramène au réel en démontant l'emphase et en faisant éclater la bulle d'une prétendue supériorité. Dans Varsovie occupée, un officier SS heurte sur le trottoir un juif. Irrité, il l'interpelle « Schwein, Schwein !» Cochon. Le juif s'arrête, s'incline respectueusement et dit « Shmoulovitch !» Ceux que l'on veut humilier se vengent par l'humour. Confronté à l'entreprise de conversion d'un prêtre zélé, Ixik fait monter les enchères. Oh, la possibilité de devenir un jour évêque n'est pas faire pour lui déplaire. Il pourra alors arborer une calotte violette. Et pourquoi pas cathédrale? Cela lui vaudra une calotte rouge. Et même pas, avec une calotte toute blanche. Devant les hésitations d'Itzik, le prêtre se fâche. Et quoi? Tu ne vas quand même pas te prendre pour le bon Dieu? Et Itzik de répliquer, l'un d'entre nous s'y est déjà risqué, et ça ne lui a pas si mal réussi. Inversement, le juif d'Alsace, et j'insiste là-dessus, dénonce sa propre rouerie et sa condescendance. Un valet de ferme ramène dans la chaleur d'été une vache à un marchand de bestiaux juif. Celui-ci, en récompense pour la longue marche, lui dit «
Tu prendras bien un verre, mon brave. Le valet acquiesce. Et le marchand dit à sa femme, donne un verre à ce brave homme qui a beaucoup marché. Mais il ajoute en judéo-alsacien, Khatsi yaïn, Khatsi maïn, moitié vin, moitié eau. Le valet se retourne et dit en alsacien, aber jeder sa part, et chacun séparé. Cette vérité cet humour, inquiète les vérités établies et sous-entend l'équivoque de la réussite sociale. Tu ne sauras jamais combien de vaches j'ai vendues aujourd'hui, se vend un marchand de bestiaux fortuné. Et son corréligionnaire de lui rétorquer, si, la moitié. La parole du Schlemihl, celui qui a la guigne, d'ailleurs s'il se mettait à fabriquer des cercueils, plus personne ne mourrait, dénonce implicitement la suffisance, l'imposture prétentieuse. Mersen Ali von Gecht oder von Gecht. Cette sentence a une double signification. Nous sommes tous de hier ou d'avant-hier, ou bien nous descendons tous de pauvres gens, de pauvres airs. Niant les fausses évidences de la bienséance et des conventions bourgeoises, le marieur, le Schatzen, de la campagne alsacienne transforme le réel par un mode de pensée légèrement décalé. Les parents du prétendant viennent d'apprendre que la jeune fille si belle, si intelligente, si fortunée, que le marieur destine à leur fils n'est pas sérieuse. On nous a dit qu'elle a eu des aventures avec tous les gens de Krusenheim. Et le Schatzen de répliquer, bon, après tout, Grusenheim n'est pas si grand que ça. Le marieur encore tente de se réfugier dans le libre jeu de l'imaginaire, alors qu'il a vanté les vertus, la richesse de la jeune fille, un si bon parti qui vient de présenter au jeune homme. Ce dernier court aussi lui reproche sa duplicité. Non seulement elle est sotte, elle louche, mais de plus elle bégaye. Oh, certes, répond le marieur, mais seulement quand elle parle. Le mendiant juif, le Schnorr, qui arpente la campagne alsacienne, revendique avec ostentation sa singularité subversive. Il participe à la communauté alors même qu'il est rejeté vers la marge, incarnant à l'extrême la figure de l'étranger que Simmel attribue aux Juifs. Sachant bien qu'il ne pourra pas éluder les coups du sort, le Schnorrer s'efforce d'en amoindrir l'impact par une fin de distanciation et refuse avec dignité de s'imputer sur lui-même. Et l'humour juif renverse ainsi le rapport dominé-dominant. Et je rapporte le mot suivant, deux mendiants de Schnorrer, qui sont en fait des frères, rendent leur visite annuelle au baron de Rothschild, qui leur remet à chacun une pièce. L'année suivante, un seul se présente chez leur bienfaiteur. Son frère est mort. Le Schnorrer reçoit sa pièce, mais il tend obstinément la main. Le baron lui dit qu'il a reçu son dû et que malheureusement,
son frère n'est plus là. Et le schnorrer de s'indigner. Et quoi? C'est vous qui héritez de mon frère ou c'est moi? Et cette histoire aussi que je dédie spécialement à celle qui a travaillé et qui est là, qui a travaillé sur Thérenbach. 2 schnorrers sont postés sur la porche d'une basilique alsacienne qui est un haut lieu de pèlerinage. Celui qui se tient à la porte de droite est respectueusement, correctement vêtu, et l'autre flotte dans des habits élimés. À la sortie de la messe, le prêtre constate que tous les dons vont aux mendiants correctement habillés. Il va trouver le malheureux laissé pour compte et s'efforce de le convaincre. Mon ami, faites un effort. Vous voyez, votre collègue est propre, soigné. C'est vers lui que se dirigent les fidèles. Alors, le mendiant malchanceux appelle son rival. Mauche, Mauche, monsieur veut nous apprendre notre métier. Je voudrais dire que finalement, ce qu'envisage, merci, la tâche du juif me apparaît de réparer le monde, qu'en alsacien, il qualifie de chromi poklikivel, un monde bien tordu et bossu. C'est ce qu'a parfaitement compris ce vagabond mi-réel, mi-légendaire, Moshe de Zellwiller, Moïse de Zellwiller. Moshe se rend à la gare pour acheter un billet. À l'employé qui lui demande sa destination, Moshe le répond: c'est chez Karl, Mahon Sudune et Varol. Peu importe, nous avons affaire partout. Par l'humour, le juif tente de mettre en déroute ce que la réalité a d'insupportable. Je dirais aussi, si l'humour new-yorkais est un humour juif, c'est, selon mon regretté ami Tommy Honoré, c'est parce que cette métropole a accueilli ceux qui fuyaient les guerres et les persécutions. C'est une ville d'apatrides. Et, je cite Tommy, et les réfugiés, par essence, tiennent des propos déplacés. L'humour permet de se déprendre de l'inertie mimétique qui nous entraîne à reproduire, malgré nous, la mécanique absurde d'un pouvoir aliénant. C'est l'histoire de cet homme posté au coin de la rue qui inlassablement appelle les passants au repentir. Un enfant s'approche de lui et lui fait remarquer que si au début ses cris dérangeaient, il faut bien reconnaître que maintenant, plus personne ne prête attention à lui. Au début, réplique l'homme, je criais pour qu'il change. Maintenant, je crie pour ne pas changer, moi. Je dirais qu'à la nécessité de l'errance toujours recommencée correspond l'assertion de Vladimir Yankelevitch, selon laquelle l'humour est toujours en route. Il n'est jamais arrivé. Il va ailleurs. Il va toujours au-delà.
Les voitures comme ça, demande le moujik aux Juifs qui rencontrent sur la route. Je vais à Kiev, répond le Juif. Comment? Tu vas à Kiev? C'est un moujik. Mais tu sais que Kiev est à 30 verstes et tu es tout seul à pied sur la route. Et qu'est-ce que tu vas faire à Kiev? Oh, rien, répond le Juif. Je n'ai rien à y faire. Mais je trouverais bien là-bas quelqu'un pour me ramener. Voilà. Je voudrais aussi, pour vous remercier, pour terminer, je dois dire que je tiens à dire que je fais partie d'une génération qui a confronté la surhumaine inhumanité et aussi, il faut l'avouer, à l'impossible tentative de faire sens de la Shoah. Notre élan vers l'autre s'est brisé face aux chantres du néant. Ces chantres du néant qui, aujourd'hui, ont retrouvé du sucre et de la superbe. Aujourd'hui, je pense que les identités se rabougrissent, elles se veulent exclusives, elles s'évertuent à ignorer qu'il y a de l'autre en moi. Alors il nous faut plus que jamais rester fidèles à l'injonction de nos parents. Lève l'aune, vivre et laisser vivre. C'est-à-dire que je veux être reconnu, respecté dans la singularité de mon humanité. Mais cela exige qu'à mon tour, je reconnaisse et respecte la singularité de l'humanité de l'autre. Alors, compagnon de route avec qui j'ai eu le bonheur de cheminer, à l'issue de notre rencontre, je tiens à vous dire simplement, mais avec force, merci. Votre présence me fait chaud au cœur. Lorsque Nadine Romer et Raphaël Turdilano ont pris l'initiative de cette petite fête amicale, ils ont aussitôt rencontré l'adhésion enthousiaste du président Maurice Daran et de son équipe, Yoa, Laurent Blo, Anne-Sophie, Liliana Orlovski, qui se dévoue sans relâche à mes côtés, s'est lancée avec fougue dans l'aventure. Elle a acquis l'approbation sans réserve de mes enfants. Anne et Élie qui me font la joie d'être présents, de Sophie, l'épouse d'Élie, de mes petits-enfants, Ilan et Étienne, leur épouse. Il y a parmi vous des médecins qui m'ont sauvé la vie, des enseignants et d'anciens étudiants qui m'ont accompagné dans mes travaux universitaires, des secrétaires. Il y a aussi des édiles avec qui j'ai milité. Rappelle-toi de notre opposition contre le Front National, Catherine. Je tiens à leur témoigner ma profonde gratitude. À ceux qui ont eu la grande gentillesse de m'offrir leur témoignage, à vous tous qui m'avez apporté la chaleur de votre présence, je tiens à exprimer ma gratitude. En ces sombres temps, la tâche qui nous incombe à tous, c'est de reconstruire notre confiance en la part d'humain, de l'humain dans l'autre. Il nous faut nous agripper avec émotion à la certitude que la nuit la plus noire est une aube qui vient. Merci.
Vas-y, toi. Faut s'asseoir. Merci Frédéric Raphaël pour cette conférence qui nous a permis de retrouver à la fois l'érudition, l'humanisme et l'humour qui caractérisent votre œuvre. Je vous invite maintenant à profiter d'un interlude musical animé par Noémie et Michael Pabia, d'échanges et d'une courte pause. On se retrouve dans 20 minutes. Je rappelle également qu'une exposition consacrée aux publications de Frédéric Raphaël se trouve dans le hall de la synagogue. Merci. Oui. De ce qu'a dit Freddy, oui, à l'instant. Tu vas le mettre en ligne. Oui, bien sûr. Parce que j'aimerais bien mettre aussi son valeur. Oui, mais tu fais ça après. Voilà. Mais tu ne penses pas parce que je suis en train de développer le site web. Oui, ça aussi. J'ai vu que vous avez réagi quand j'ai prononcé le monsieur Stinty. Oui, bien sûr. C'est un personnage. Un grand historien, quand même. Voilà, exactement. Puis, le sud de l'Alsace, c'était son fief. Bah oui, c'était à Mulhouse d'ailleurs.